voilà, bonjour Richard Emmanuel. Merci Bonjour. d'avoir accepté notre invitation à animer ce café pédagogique aujourd'hui dont le thème est l'attestation didactique. Donc, je vais te céder la parole pour que tu te présentes et que tu présentes le dicaster, on dit ça comme ça, dans lequel tu travailles, et ensuite ta présentation et les questions-réponses, discussions autour de cette thématique tellement d'actualité. Oui, merci. Alors, Richard Emmanuel Istès, je suis le responsable du SADAP. Le SADAP, ça veut dire Service d'appui au développement académique et pédagogique. Et son rôle, c'est un peu le même rôle que celui d'un CSE à l'Université de Lausanne, hein, le Centre de soutien à l'enseignement. Et sauf que ce n'est pas un centre, puisqu'il ne concentre pas les ressources. C'est un service, comme son nom l'indique, il est au service des hautes écoles, qui elles-mêmes ont des conseillers, conseillères pédagogiques de proximité, comme on les appelle. Je vais juste vous montrer que le SADAP n'est pas tout seul, puisqu'en fait, il fait partie de ce qu'on pourrait appeler un écosystème qui est au service du développement pédagogique. Le SADAP est très lié au centre DevPro, mais ce n'est pas la même chose, hein. Le centre DevPro, il est dirigé par Daniel Rueger. Et tous deux, nous dépendons du dicaster qualité du rectorat de la HESSO, donc de la structure fêtière. Dicaster qualité dirigé par Geneviève Lefort. Et puis il y a également deux autres services ou entités qui sont extrêmement importantes aussi pour la pédagogie, mais plus sous l'angle numérique. C'est CyberLearn, que vous connaissez bien en Valais. Le CCN, qui n'est pas proprement parlé un service, mais plutôt un regroupement de personnes qui sont expertes dans le domaine du numérique. Et ces deux entités dépendent du dicaster enseignement du rectorat de la HESSO, dirigé par René Graff. Ça, c'est vraiment pour les entités qui se situent dans la structure fêtière de la HESSO, ce fameux rectorat qui est dirigé par Luciana Vaccaro. Mais bien entendu, dans les hautes écoles, il y a des tas de personnes qui sont tout à fait compétentes et engagées dans le développement pédagogique, dans sa dimension numérique ou non. Donc, c'est les conseillers, conseillères pédagogiques qu'on appelle donc de proximité, coordinateurs, coordinatrices de l'enseignement, relais pédagogiques, responsables de filière, etc. et bien d'autres. Le SADAP a plusieurs missions, puis ça m'amènera à la question de l'attestation didactique. D'abord, c'est du conseil pédagogique, hein, donc conseil à la demande, qui peut être individuel. Ce sont mes deux collaborateurs et collaboratrices, Juan Pita et Juliette Bourquin, qui se chargent de ce conseil individuel, qui s'adresse donc aux enseignants, enseignantes qui en font la demande. Et c'est un conseil qui se fait de manière générale, qui se fait de manière anonyme. Le conseil institutionnel, c'est plus le conseil pour les responsables de filière. Il porte, lui, plutôt sur des questions de référentiel de compétences, PEC, construction de programmes, approche programme, etc. Le deuxième axe dans lequel on intervient, c'est au sein du programme DevPro, de formation DevPro, avec la formation fondamentale et approfondie pour les enseignants novices ou expérimentés. Nous produisons des ressources qui se trouvent sur notre site, théoriques, pratiques, réflexives, etc., sur un certain nombre de sujets. Nous soutenons l'innovation pédagogique. Nous avions hier à Fribourg la journée d'innovation pédagogique annuelle de la HESSO qui permet de mettre à l'honneur toutes les initiatives d'innovation pédagogique qui ont lieu dans les hautes écoles, mais également celles que nous soutenons au titre d'un dispositif multiforme qui permet de soutenir des projets d'innovation pédagogique à hauteur de 100 000 francs par an, des plus petits projets d'expérimentation pédagogique, l'animation de communautés de pratique, etc. Alors, communauté de pratique, justement, ça entre dans l'axe 5, mutualisation des réseaux de personnes et des bonnes pratiques. Donc, nous essayons de soutenir des communautés de pratique, des réseaux de conseillers, conseillères pédagogiques de proximité, une communauté de pratique de responsables de filière, etc. Et enfin, et on arrive là à la question de l'attestation didactique, nous portons un certain nombre de dossiers pédagogiques institutionnels. Par exemple, j'ai été amené il y a 2 ans à rédiger la politique DEE, en évaluation des enseignements par les étudiants pour l'institution, qui n'est pas normative, hein, c'est un document qui est programmatique, qui sert en fait, qui doit servir de référence, d'aide, de guide aux enseignants, enseignantes, mais surtout responsables de filière, aux directions qui souhaitent mettre en place des dispositifs DEE.
Autre dossier, c'est la conception d'un référentiel de compétences de l'enseignant-enseignante HESSO, dont j'ai prévu de vous parler d'ailleurs, qui est ici. Toutes les filières construisent leur programme de formation sur des référentiels de compétences. Et pourquoi pas le faire également pour le programme DevPro. Donc c'est le cas depuis longtemps. Simplement, ce référentiel de compétences nécessitait d'être révisé. Et il est important, pour ce dont on va parler aujourd'hui, c'est une liste de 12 compétences que se doivent de développer les enseignants-enseignantes de la HESSO pendant leur carrière, mais le plus tôt possible, évidemment. Pour correspondre à l'idée qu'on se fait de ce qu'est enseigné dans une haute école à la HESSO. Il y a 4 champs de compétences: le champ concevoir, le champ mettre en œuvre, qui concerne la partie enseignée. Évidemment, ça, c'est les 2 champs les plus concrets dans l'acte d'enseignement, mais être enseignant, c'est pas seulement ça, c'est pas seulement concevoir des enseignements et puis faire apprendre les étudiants, c'est aussi se développer professionnellement, questionner sa pratique, faire évoluer sa pratique, faire face aux dilemmes du métier. Et c'est également s'engager dans l'institution, s'intégrer dans l'écosystème, s'engager dans le fonctionnement, adopter une posture d'exemplarité. Donc on a évidemment, ce que je vous présente là, c'est pas le référentiel dans son intégralité, c'est une infographie qui permet de le résumer, qui permet de visualiser de manière très synthétique les 12 compétences du référentiel, mais on le trouve dans sa version texte intégralement sur notre site. Je pourrais bien sûr vous transmettre les images que je vous présente. À partir du moment où ce référentiel a été révisé, eh bien, ça nous a ouvert sur un autre dossier de pédagogie institutionnelle qui est justement la révision du règlement pour l'obtention de l'attestation didactique. Pourquoi est-ce qu'il fallait le réviser? D'abord parce que la typologie des fonctions était entrée en vigueur et que l'ancien règlement n'était plus en conformité avec cette nouvelle typologie, qui n'est plus nouvelle, puisque c'est la typologie actuelle. Et puis d'autre part, parce qu'il nous semblait qu'il y avait des choses qui pouvaient être améliorées, notamment en essayant d'orienter l'attestation didactique vers une certification qui encourage davantage la réflexivité des enseignants et des enseignantes, qui promeuvent une formation mieux réfléchie, qui sortent d'une logique un peu comptable, qui disait voilà, il faut faire tant de journées, et qui axe cette attestation vers plutôt une réflexion sur un parcours de formation et de développement professionnel. Voilà, il y avait un certain nombre de petites choses également de l'ordre de la politique institutionnelle et de l'organisation qu'il fallait changer. Et ce règlement a été donc retravaillé par le SADAP et DevPro. Daniel Rueger donc pour DevPro. Il a été mis en consultation à de nombreuses reprises devant un certain nombre avec un certain nombre d'entités avant de passer devant le comité directeur. Ce passage-là est un petit peu frustrant puisque il y a eu une difficulté à faire comprendre ce qu'on avait tenté d'élaborer et on a dû réviser un certain nombre d'ambitions. Au final, on ne les a pas abandonnés complètement, on les a simplement présentés comme étant comme étant incitatives, mais pas obligatoires. Il y a quelques éléments un peu plus normatifs qui ont été intégrés, mais de manière générale, on est quand même assez satisfait. Et puis de toute façon, il va de soi qu'un tel document doit être validé par les directions et qu'elles ont elles-mêmes leur point de vue qui justifie leur position à cet égard. Donc on est quand même très content de ce document, même si à certains égards, on estime qu'il ne va pas assez loin justement dans la réflexivité, dans l'incitation à la réflexivité et pour le développement professionnel. Et je dirai pourquoi tout à l'heure. Ça donne un document que je ne vais pas parcourir avec vous parce que il est ennuyeux en fait. C'est un document administratif. Il faut le lire pour soi finalement. Moi, j'ai passé en jaune quelques éléments
et je pourrais vous envoyer cette version surlignée si vous le souhaitez, mais je crois que vous y avez déjà eu accès. Très important, ce règlement en soi, il définit des grands principes, mais ce sont surtout les dispositions d'application qui permettent de comprendre précisément comment les choses doivent se faire. Donc, il faut absolument lire les deux en même temps, hein. Ils ne sont pas dissociables l'un de l'autre. Bah, là également, on a fait un petit progrès, puisqu'avant, il y avait 2 documents de dispositions d'application, donc c'était vraiment un peu un fouillis. Maintenant, on a 2 documents, et c'est plus efficace. Une chose qui peut être lue en parallèle, c'est la décision du rectorat qui entérine l'adoption du règlement. Et cette décision explique les raisons pour lesquelles des modifications ont été faites, mais surtout, elle recense l'ensemble des différences qui ont été introduites dans la nouvelle version. Donc, si quelqu'un était habitué à l'ancien règlement et aimerait se dire « oui, mais j'aimerais savoir ce qui a changé », on peut toujours se référer à la décision du rectorat. Voilà, tous ces documents, si vous voulez, je vous les transmets. Alors, plutôt que de vous présenter des textes qui sont faits pour être lus individuellement et pas être présentés, moi, je vous propose tout simplement de vous présenter un document qui n'a pas été réalisé par moi, mais par Daniel Rueger. C'est la raison pour laquelle j'ai laissé son nom et la date à laquelle elle l'avait présenté. Et avec son accord, je vais utiliser ce document, puisque en fait, il recense tout ce que j'aurais envie de vous dire. Est-ce que ça va jusqu'ici, Nathalie? Est-ce qu'il y a des questions sur le contexte, Alors, pour moi, c'est sur la absolument démarche? parfait et très clair, donc il n'y a aucun souci. Je ne vois pas de questions dans le chat. N'hésitez pas à écrire vos questions dans le chat si vous ne voulez pas prendre la parole. Et puis sinon, évidemment que je ne l'ai peut-être pas dit, mais vous êtes les bienvenus pour vous exprimer si vous avez une question spécifique à n'importe quel moment. Ça te convient si les gens se manifestent ou bien. Bien sûr, il faudra juste me le signaler puisque je Voilà, ne le verrai pas. très bien. Alors, je le fais volontiers. Ah, Lucie. Non, c'est tout bon, simplement. Ok, Bonjour, j'étais un peu en retard, mais merci. C'est tout aucun bon. souci. Tout s'est expliqué bien. Oui, merci. Très bien, alors je continue. Voilà à quoi ressemble une attestation didactique, hein. C'est une attestation toute simple, mais évidemment, pour l'obtenir, il y a tout un parcours et tout un tas de conditions à vérifier. Alors en particulier, 3 conditions principales. Il faut, pour pouvoir la demander, avoir enseigné 128 périodes d'enseignement sur une période de 2 ans, en principe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire 128 périodes d'enseignement? C'est 128 périodes d'enseignement effectives. C'est avant la multiplication par 2, si vous voulez. C'est vraiment c'est des heures de présence. Même si une période fait 45 minutes, c'est 128 fois 45 minutes d'action enseignante, si on veut. Il faut également avoir suivi 15 journées de formation pédagogique, dont en principe un tiers en présentiel dans le programme DevPro. Cette mesure-là, elle n'est pas faite pour donner du travail à DevPro pour justifier son existence, hein. Elle sert essentiellement à un objectif qui est extrêmement important, c'est de permettre aux enseignants-enseignantes des différentes disciplines, des différentes hautes écoles de se rencontrer et de partager leurs problématiques, de se nourrir les uns les unes des autres. Et c'est la raison pour laquelle on tient à ce que ces formations se déroulent en présentiel. On a souvent des interrogations, des questions là-dessus. Est-ce qu'on ne peut pas le faire à distance? Mais finalement, si j'en fais d'autres dans d'autres cadres, est-ce que ça va aussi? Oui, ça va aussi, mais quand même, un tiers doivent être réalisés dans le programme DevPro. Je dis en principe parce qu'il y a toujours la possibilité de discuter. Dans certains cas, on peut, puis de toute façon, ça ne va pas être à un demi-jour près, bien entendu. C'est comme les 128 périodes d'enseignement sur 2 ans. Si ça doit être sur 2 ans, si ça doit être sur 3 ans parce qu'il y a eu un congé maternité, évidemment que c'est possible. Mais ce sont, comme je vous disais, les règles de base, règles générales. Il y a une question déjà à ce propos, je pense, de Lucie. Oui. Il n'y a pas de micro, pas de micro. Désolée. Oui, j'ai simplement la question, si je vois en présentiel dans le programme DevPro, qu'est-ce que ça veut dire pour la partie germanophone? Parce que eux, des fois, il y a des cours DevPro, mais des fois, c'est difficile dans les 2-3 ans après l'engagement de trouver assez de cours qui sont
qui correspond avec leur agenda. Alors, il y en a des germanophones qui font des fois aussi un CAS en didactique des hautes écoles à Berne, à la BFA. Est-ce que c'est quand même toujours encore en équivalence, hein? Ce n'est pas dit programme DevPro que c'est uniquement valable DevPro francophone. Oui, alors je vais venir à la question des équivalences, puisque Ok. il n'est pas obligatoire de faire ces 15 journées chez DevPro. Par contre, ce qui est a priori recommandé, c'est de faire un tiers en présentiel dans DevPro. Les 10 autres, enfin, sur 15 journées, il y en a 10 qui peuvent être faites ailleurs, et donc en équivalence ou à distance. Voilà. Après, si un enseignant ou une enseignante a du mal à trouver 5 journées de formation pour des raisons linguistiques, je pense que ça va être de nouveau quelque chose qui va se négocier au cas par cas. Évidemment, on ne va pas non plus obliger à faire des formations qui n'intéressent pas la personne sous prétexte qu'il y en a trop peu en allemand. Alors, soit elle arrive à en suivre quand même en français, soit elle n'arrive pas, et puis dans ce cas, il faut négocier directement avec Daniel. L'objectif, hein, je crois que oui, j'aurais pu le dire en préambule. Nathalie a dit, est-ce que l'attestation didactique doit être une fin en soi? Alors ça peut être pris de deux façons, cette question. Est-ce que c'est la fin de la formation et du développement professionnel? Non, évidemment. On le considère plutôt comme le début. Mais l'autre manière de prendre la question, c'est est-ce qu'on fait l'attestation didactique pour l'attestation didactique? Non, pas non plus. L'attestation didactique, c'est un prétexte pour permettre aux enseignants d'entrer dans une démarche de développement professionnel. Et puis, on a besoin d'un instrument un petit peu coercitif, oui, certificatif, pour s'assurer que c'est fait, parce que sinon, on est tous pareils. Hein. Quand on n'est pas obligé de faire quelque chose, on le met sur la pile et puis on se dit on le fera une fois. Mais évidemment, l'attestation en soi, en tant que document, elle n'est pas très intéressante. Elle est plus intéressante pour les enseignants qui pourraient ensuite avoir envie de changer d'institution et puis le mettre dans leur CV. Ça, c'est quand même un document qu'ils peuvent faire valoir. Mais ce qui est important pour nous, c'est que les enseignants soient formés. Et donc, s'ils le sont, pour répondre à Lucie, s'ils le sont ailleurs que chez DevPro, mais qu'ils le sont dans l'esprit qu'on attend, ça va très bien, bien évidemment. Donc, ça répond peut-être à la question qu'il y a dans le chat qui est est-ce que. Donc, la question c'est un CAS n'est pas suffisant pour les 15 journées. Non, je vais y venir. Il y a des conditions en fait sur les équivalences. Et les équivalences sont toujours évaluées par DevPro, mais on a déjà quelques pistes. Je crois que je vais y venir juste derrière. Donc, troisième condition, c'est la recommandation de la direction, évidemment, qui doit le faire dans un délai de 3 ans après l'engagement. A priori, à 3 ans après l'engagement, on devrait avoir l'attestation didactique. Cette recommandation de la direction s'appuie sur tous les éléments dont la direction dispose pour évaluer la qualité de l'enseignement de la personne qui demande l'attestation. Ça peut être des entretiens RH, ça peut être les résultats DEE, que DevPro ne demande pas de communiquer. Hein. Chaque haute école a sa politique DEE et qui définit qui doit avoir accès aux résultats DEE, mais ça peut être utilisé. On peut utiliser, la direction peut utiliser un portfolio ou n'importe quel autre document réflexif. Voilà, tout outil qui lui permet de fonder sa recommandation. Et enfin, on considère que pour obtenir l'attestation didactique, ça implique environ 200 heures de travail. On rappelle que le PPI peut être utilisé pour faire passer ces heures. Donc là, je vais passer assez vite. Tout le monde n'est pas obligé de l'avoir, hein, mais le corps enseignant, oui, à condition que les personnes soient engagées à plus de 50% pour ce qui est des maîtres d'enseignement. Et tous les autres peuvent... Oui. Oui, j'avais levé la main, mais comme c'est sur la slide d'avant, si je peux me permettre. Là? Oui, super. Oui. En fait, je suis chercheuse à l'école et j'ai une période d'enseignement, mais en fait, ça ne prend pas le nombre qui vous montrait sur 2 ans. Donc, pour moi, c'est plutôt moins, parce que mon profil, en termes de pourcentage, c'est plus haut dans la recherche. Est-ce que donc c'est nécessaire pour moi
cette attestation, il y a plutôt autre type de journée. J'ai pas compris. Je m'excuse si vous l'avez dit, c'est moi qui j'ai pas compris, mais j'ai pas vraiment compris. Ouais. Vous faites partie de quelle catégorie vous faites partie du Assistant. corps enseignant? Oui, professeur assistante, mais Eh bien, chercheuse. assistant, donc corps Donc intermédiaire. j'ai un 20%, mais c'est pas, Ouais. c'est pas ce nombre des 20% d'enseignement, c'est pas ce nombre d'heures. C'est pour ça Ouais, qu'il. voilà, mais ce que je vous dis, c'est que ces personnes-là doivent l'obtenir. Ces Ok, personnes-là, dont vous faites partie, peuvent l'obtenir. je comprends. Non, je crois que vous êtes professeur assistante en fait. Oui, professeur assistante. Donc, Ah, dans la professeur catégorie, assistante. Ah voilà. non, alors vous devez l'obtenir, effectivement. Mais donc dans la slide d'avant, Oui. mais donc cette période d'enseignement, c'est. Bah, si vous en avez... A priori, il vous faut en tout cas 128 périodes d'enseignement. Et dans l'idéal, sur 2 ans. S'il vous faut un peu plus, bah, c'est pas très grave. Mais il ne faudrait pas que ce soit sur 10 ans, vous voyez. On Mais c'est parce que considère le que... profil des recherches de l'HES implique aussi, c'est bien sûr le 20% d'enseignement, mais c'est aussi vrai que pour les projets SNF, etc., qu'on amène, on ne peut pas avoir plus Oui, oui, d'enseignement. oui. Mais 20% d'enseignement sur 1800, on devrait arriver sur 2 ans à 128 périodes, ça fait 64 périodes par année. Enfin, c'est un cas particulier peut-être qu'il faudra Non, regarder. non, ok, volontiers, mais en fait, sur les périodes d'enseignement, c'est considéré aussi le temps de les TB, donc la partie où on supervise vraiment l'enseignement frontal. C'était ma deuxième question, en fait. Alors les supervisions, là justement, les dispositions d'application le précisent. Il y a quelques activités qui ne sont pas, Ah, ok. a priori, pas prises en compte. Mais pour des cas particuliers qui sont un peu à la limite comme ça c'est des négociations enfin des discussions qui doivent se faire avec Danielle Rueger. Moi, je prendrai contact à votre place, je prendrai contact avec elle directement. Vous pouvez passer par votre conseillère pédagogique Avec la pour... responsable des filières, vous dites, oui, non, de DevPro de DevPro. qui Ok. délivre l'attestation didactique. Et puis, elle vous dira, voilà, bah, écoutez, c'est pas, faites-le sur 3 ans, ou bien non, mais en fait, en regardant le nombre que vous faites, ça suffit, j'en sais rien. Mais là, on est juste un petit peu à la frontière. Simplement, pourquoi est-ce qu'il y a cette condition-là? On considère que pour être considéré comme enseignant ou enseignante, il faut enseigner un minimum. Donc, si on enseigne trop peu, bah, on n'accumule pas assez d'expérience et ça ne justifie pas d'obtenir l'attestation. Je comprends très bien. Mais je vous remercie si vous pouvez mettre la référence dans la chat, comme ça on peut écrire. C'est pas seulement mon cas, c'est un peu le Oui. nouvel, si vous voulez aussi, initiative de l'école de promouvoir la recherche avec les chercheurs. Donc on a plusieurs profils similaires à le mien. Oui. Et je pense que Sabine intervient dans le chat et effectivement, je pense que là, il faut en premier lieu s'adresser aux conseillers pédagogiques avant d'aller tous chez Daniel. Je Voilà. pense que c'est plus simple pour Daniel. Oui, bien Donc, sûr. on va faire le Oui. premier, chaque école a son conseiller pédagogique et c'est notre rôle aussi de discuter et de ramener plutôt un cas générique à Daniel qui pourra statuer là-dessus que tous Et- ces cas, sinon elle s'en sort pas la pauvre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. ouais, exactement. S'il y a plusieurs cas, bien sûr. Ouais. Ouais. Donc, si vous avez un ou une conseillère pédagogique de proximité, bah, c'est par là qu'il faut passer. Voilà, alors tout le monde est incité à obtenir cette attestation, enfin, à demander cette attestation didactique, bien entendu, puisqu'encore une fois, c'est un instrument de développement professionnel, c'est quelque chose qui permet de guider, et c'est pas seulement obtenir un papier. Donc on en arrive aux équivalences. L'équivalence totale est accordée dans certains rares cas où la personne a suivi une formation longue qui conduise à un titre ou un diplôme dans le domaine de la pédagogie de l'enseignement supérieur et idéalement professionnalisant. Mais ce n'est pas parce qu'on a un doctorat en sciences d'éducation qu'on va obtenir une attestation didactique, une équivalence totale. Sûrement pas en fait.
obtenir. J'en ai un, je peux vous dire, c'est pas parce qu'on est docteur en sciences d'éducation qu'on sait enseigner en filière ingénierie, en bachelor, à la HESSO. Donc, évidemment, c'est très bien d'avoir un doctorat, mais c'est pas suffisant. Dans certains cas, ça va être possible. Évidemment, ça va aussi être possible lorsqu'une personne vient d'une autre HES, Lucerne, Berne, bien entendu. C'est la même culture d'enseignement professionnalisant, donc il va y avoir des passerelles et des équivalences possibles. Mais la plupart du temps, quand il y aura équivalence, ça sera équivalence partielle. Et pour la même raison que ce que je disais tout à l'heure, puisqu'on veut que les personnes passent au moins 5 journées en présentiel à échanger avec des collègues, les équivalences partielles en général vont se limiter à 10 journées, suivies hors du programme DevPro. Donc les 5, le tiers là dont je parlais tout à l'heure, doit être fait dans le programme DevPro. Les conditions pour obtenir l'équivalence partielle sont que les thématiques pédagogiques doivent être liées aux compétences du référentiel de compétences de l'enseignant, celui que je vous ai montré tout à l'heure. Ce sont ces compétences qui définissent ce qu'est être enseignant-enseignante à la HESSO, donc il faut que les formations correspondent à ça. Puisque la formation DevPro, enfin les modules de formation DevPro sont eux-mêmes orientés vers le développement de ces compétences-là. Ensuite, évidemment, il faut pouvoir prouver en bonne et due forme qu'on a effectivement participé aux formations. Il y a un formulaire à remplir et il faut que les formations aient été suivies dans les 5 ans qui précèdent la demande. Encore une fois, il peut y avoir des cas particuliers. Si c'est 6 ans, ça doit pouvoir passer dans certains cas, évidemment, mais c'est une position de principe qui dit, bon, c'est normal de s'être formé il y a 30 ans, mais les étudiants ont évolué, les hautes écoles ont évolué, les objectifs ont évolué, les méthodes ont évolué. Et donc, voilà, c'est important de se reformer, de se former tout au long de la vie. De manière générale, le règlement insiste sur la formation tout au long de la vie. Puis c'est le point sur lequel Nathalie voulait revenir, je crois. Une nouveauté dans ce règlement, et c'est là où je vous disais qu'on aurait aimé être un peu plus ambitieux, on aurait aimé que le portfolio de compétences qui doit être développé par les enseignants-enseignantes soit une condition supplémentaire. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait 3 conditions. On aurait aimé que ce soit une 4e condition. Ça n'a pas été accepté, mais bien évidemment, on ne nous a pas non plus interdit d'inciter les enseignants-enseignantes à développer un portfolio. Donc ce portfolio, il est introduit dans le programme DevPro. Il y a même des formations qui sont prévues pour ça. Je vais vous en dire un tout petit peu plus tout à l'heure. Et l'existence d'un portfolio de compétences va être reconnue par DevPro comme une journée de formation. Donc une espèce d'équivalence d'une journée sur les 15. Et bien sûr, on offre évidemment un accompagnement au niveau du SADAP, mais les conseillers, de nouveau, des conseillers pédagogiques de proximité peuvent le faire aussi, un accompagnement pour la rédaction de ce portfolio. J'y reviendrai après sur le portfolio. Le parcours, eh bien, en premier lieu, vous vous adressez au CPP, conseiller pédagogique, si vous en avez, relais pédagogique, responsable de filière, RH, mais en Valais, vous avez des CPP, donc c'est parfait, qui va a priori solliciter la direction de la haute école, qui va recommander par une lettre de recommandation la personne à DevPro, qui va valider ou non, enfin en tout cas qui va en général valider, mais après discussion, et accorder des équivalences. Le document va remonter au rectorat qui va le signer, et ça va redescendre par le même chemin jusqu'à vous. Vous trouvez toutes les informations sur hesso.ch attestation didactique ou directement en entrant par le site de la HESSO. Voilà, je vous parlerai du portfolio dans un petit moment, mais il y a peut-être là des questions. Oui, je vois, il y a 2 personnes qui lèvent la main. En plus, il y a très peu de bras de fer. Non, voilà. En fait, personne n'a intérêt à empêcher les enseignants d'avoir une attestation didactique. Simplement, il faut un minimum de règles.
pour des questions tout simplement d'équité, et aussi parce que ces règles correspondent à une certaine vision de la qualité de l'enseignement qui est portée par l'institution. Il y a des moments où il y a des incompréhensions. On a eu, il y a peu, une personne qui a obtenu une habilitation à diriger des recherches et à enseigner à l'université. Et puis cette personne vient à la HESSO puis nous dit je ne comprends pas pourquoi je dois obtenir une attestation didactique, j'ai quelque chose qui est beaucoup plus fort, une HDR qui m'autorise à enseigner à l'université. Oui, mais c'est pas parce qu'on a une habilitation, qu'on sait diriger des recherches et puis qu'on a été reconnu sur un plan théorique ou disciplinaire comme étant très compétent que ça veut dire qu'on sait faire apprendre les étudiants dans un bachelor, dans un master de la HESSO. Donc là, il faut expliquer aux gens en général ce qu'on entend par les compétences de l'enseignant, et c'est pas quelque chose d'intuitif. Et en général, le référentiel de compétences nous aide. Est-ce que celui que je vous ai montré tout à l'heure, il dit, voyez, enseigner à la HESSO, c'est pas juste être considéré comme un expert ou une experte de son domaine. Et en général, ça se résout. Oui, et puis le deuxième point où ça se résout assez facilement, c'est que ces formations initiales, ce sont des outils qu'on donne aussi aux enseignants qui sont dans les classes ensuite. Et je pense que typiquement, université ou HES, le frontal n'est pas du tout pareil. Donc, c'est vrai que d'avoir des outils, ça aide en principe. Il ne faut pas le voir non plus comme une fin en soi, effectivement, cette attestation. Non, voilà, l'idée c'est d'aider les enseignants, et c'est pour ça qu'on a tout un tas de dispositifs, de l'accompagnement individuel jusqu'à la formation, en passant par les ressources pédagogiques, tout ce que je vous ai mentionné tout à l'heure. Il arrive que certaines filières ou certaines écoles nous disent oui, mais les formations que vous proposez ne sont pas toutes adaptées à nos besoins, ou en tout cas on a des besoins qui ne sont pas satisfaits. Et dans ce cas, on n'a qu'une seule réponse, c'est dites-nous de quoi vous avez besoin et on montrera les formations en question. Donc là aussi, n'hésitez pas à faire remonter des besoins auprès des DevPro et du SADAP. Et on est capable, bien entendu, de monter des formations. Donc là, on en monte en ce moment sur le portfolio, justement. On en monte évidemment sur l'intelligence artificielle dans la formation. Voilà, on suit l'actualité et on est capable de réagir. Est-ce que je montre encore ce que j'avais prévu autour du portfolio? Volontiers. Puisque c'est une nouvelle disposition. Donc, le portfolio, c'est un outil pour valoriser. Alors, un portfolio, je pense que tout le monde sait ce que c'est, non? Oui, oui. C'est un document réflexif qui permet de rassembler des preuves ou des traces de son développement professionnel. Quand il s'agit d'un portfolio enseignant, évidemment, les étudiants aussi peuvent avoir des portfolios d'apprentissage, ou dans ce cas, ils vont mettre des preuves, des traces d'apprentissage. Les portfolios peuvent être utilisés uniquement pour la réflexivité, mais peuvent être aussi évalués dans certains cas. Et du reste, à l'EPFL, les professeurs sont tenus d'entretenir un portfolio de compétences qui est évalué par les RH tous les 5 ou 7 ans, j'ai oublié. Bon, c'est pas du tout ce qu'on veut faire à la HESSO. C'est un document qui sert à accompagner le développement professionnel, qui permet aux enseignants d'essayer d'identifier leurs besoins, de cibler les bonnes formations au regard des compétences qu'ils estiment devoir qu'ils estiment devoir développer. Et parce qu'on considère que ça permet de se développer professionnellement, on a décidé de le reconnaître comme une journée de formation. Donc ça sert à valoriser ces compétences, à faire état de leur développement et essayer de tracer des perspectives de développement. Ça sert à réfléchir, à communiquer sur sa pratique. Et bien entendu, c'est une démarche continue et permanente. Ce qu'on espère surtout, c'est que les portfolios qui vont être développés dans le cadre des demandes d'attestation didactique vont être des outils qui vont être gardés par les enseignants. C'est ça le vrai objectif, en fait. Donc c'est vraiment une incitation à essayer d'avoir ce type d'outils. Qu'est-ce qu'on peut mettre dans un portfolio? Un document cadre et guide est en préparation et qui reprendra ces éléments.
Idéalement, un texte de présentation qui met en mots les valeurs et la philosophie de l'enseignement par la personne qui l'entretient. Une analyse des compétences. Alors, sur en tout cas 8 compétences, une à 2 pages par compétence. Alors, en tout cas, évidemment, les 6 qui correspondent au fait d'enseigner. Évidemment, sur le développement professionnel, toutes compétences confondues. Et puis, on imagine qu'il serait utile qu'il y ait une de ces 3-là qui soit ensuite abordée. Ça suppose, analyser ces compétences, ça suppose de présenter des preuves qui justifient le développement de la compétence, d'expliciter les ressources qui sont mobilisées, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, analyser, d'identifier les éléments formateurs à reproduire, à améliorer, mettre en évidence des pistes de développement, analyser les résultats des EE. Ça, c'est quelque chose qui est aussi important puisque ça permet également de développer une certaine réflexivité. Et puis, le portfolio, je vais le dire, est complètement anonyme, mais il n'empêche que ça peut être très intéressant de discuter son portfolio avec une personne tierce qui va offrir un regard. Donc, typiquement, un ou une conseillère pédagogique. Le 7 septembre, Juliette Bourquin, à qui j'ai d'ailleurs emprunté ce PowerPoint. Aujourd'hui, j'ai fait que piquer les supports de présentation à mes collègues. Juliette donnera une formation sur le portfolio. Donc, il est possible, je pense qu'il est encore possible de s'y inscrire, mais il y en aura d'autres. Tous les ans, je pense qu'elle va la donner. Les étapes recommandées, c'est donc de réaliser le portfolio, de transmettre les éléments significatifs à un CP de proximité ou du SADAP, d'échanger, et puis finalement de demander au conseiller ou à la conseillère pédagogique de proximité de rédiger une attestation de réalisation de portfolio qui va permettre d'obtenir la reconnaissance d'une journée de formation. Et comme je disais tout à l'heure, il est recommandé de poursuivre la démarche tout au long de la carrière. L'ensemble du portfolio est propriété de l'enseignant-enseignante. Il ou elle sélectionne les extraits à partager avec le ou la conseillère pédagogique, parce que le portfolio, c'est vraiment un endroit où on va mettre ses pensées, peut-être parfois les plus intimes, et peut-être aussi les résultats des EE qui nous dérangent. Donc on n'a pas forcément envie que ça se balade dans la nature, on n'est pas du tout obligé de partager l'intégralité, mais évidemment, ce que l'on partage, c'est toujours dans une perspective de développement professionnel. Voilà, donc tout reste strictement confidentiel et en aucun cas il est demandé d'envoyer le portfolio à DevPro et en aucun cas le portfolio n'est évalué. La seule chose qui est produite, c'est une attestation de réalisation. Le CPP n'a pas à dire s'il est bon ou s'il n'est pas bon. Il y a un certain nombre de critères, comme je disais tout à l'heure, un certain nombre de choses à mettre dedans, mais il n'y a pas d'évaluation en soi. Voilà ce que je voulais encore vous dire sur le portfolio. Merci beaucoup. Je pense que c'est clair. Moi, je découvre que ça revient au CPP de gérer la rédaction d'une attestation. J'imagine qu'il y a un masque, un formulaire, quelque chose. Oui, ça va être D'accord. fait. Vous aurez ça, et puis vraiment, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est signer et dire oui, le portfolio existe. Mais il n'y a rien d'autre à renseigner. Si ça vous va, si vous n'êtes pas d'accord, on fera autrement. Alors, de par la posture, moi, je pense que c'est toujours intéressant de partager, de discuter, parce que finalement, c'est aussi là qu'on s'enrichit. Je veux dire, même à un moment donné, peut-être la participation à nos cafés pédagogiques, ça devrait être valorisé d'une manière ou d'une autre, parce que c'est vrai que c'est comme ça qu'on progresse, nous aussi, à travers ces échanges. Alors, il y a une question de Lucie. Oui, ou plutôt une remarque générale sur ça, ce que tu dis aussi, Nathalie. C'est d'une part très, très intéressant. Pédagogiquement, je trouve ça très bien que les enseignants font aussi des portfolios parce que nous, en travail social, on demande de chaque étudiant. Mais d'autre part, si je vois, par exemple, notre école qui est assez grande, c'est une charge qui est exigeante pour les CPP parce que ça peut être qu'on a 6-7 personnes en même temps par année en cours pour l'attestation didactique. Alors, peut-être c'est seulement à prendre note ou à discuter avec les directions. Est-ce que c'est tous faisable dans les heures que les CPP ont à disposition? Mais ce n'est pas directement en lien avec vous, Monsieur Astes, mais à réfléchir pour nous aussi dans l'école, à l'HESSO du Valais.
avec les Oui, CPP, parce que c'est quand même une charge. Si on le fait bien, moi je trouve, il ne faut pas donner l'image, il faut seulement vite regarder, survoler, signer. Il faut vraiment faire un accompagnement pédagogique, et là, ça prend des heures. Je le bien sais sûr. par des étudiants, hein. Oui, Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que, alors d'abord, rappelons-nous que ce n'est pas obligatoire. Si oui, c'était obligatoire, ça serait une charge automatique oui, qui tombe oui. sur les CPP. S'il n'y a pas de CPP, ça va se faire chez nous. Pas le temps, peut toujours envoyer l'enseignant chez nous aussi. Je ne sais pas si on a plus le temps, mais enfin, on peut s'arranger, quoi. L'autre chose, quand je disais c'est juste signer, c'est que finalement, accompagner un portfolio, bah, c'est de l'accompagnement individuel que font déjà les CPP, c'est juste qu'il y a un support. Donc, évidemment, en incitant les enseignants à développer un portfolio, on risque d'avoir un peu plus de portfolio que jusqu'à présent et plus de demandes d'accompagnement pour les CPP. Ça, on est bien conscient. Mais bah, je sais pas, ça peut être une bonne chose parce que finalement, Oui, oui, plus. oui. Et puis, Dans le contenu, c'est bon. et puis effectivement, si les CVP ont plus de travail, plus de demandes, eh bien voilà, bah, il faut aller. C'est l'occasion d'aller voir la direction en disant. Ouais, et en plus, vous pouvez dire que c'est la faute du SADAP, donc c'est bien. Bon, là, ils diront que c'est au SADAP de payer, du coup. Mais... Oui, c'est ça. Oui, Ouais, c'est vrai. Ouais. ouais. Alors, on Ouais, ouais. verra. Oui, on Oui. verra ce qui ça donne. Ça doit se développer pour premier. C'est ça. Mm. Moi, je prends toujours le problème dans l'autre sens. Je me dis, si on a vraiment trop de demandes, c'est trop bien. Ça veut dire que ça fonctionne, qu'il y a un intérêt pour la pédagogie. Ce qui est vraiment notre lutte constante des CPP, c'est de dire la pédagogie dans notre école doit être aussi importante que la recherche, que toutes les autres missions. Et tant mieux si on a un surcroît de travail, c'est que le message a été entendu. Il y a une question de nouveau dans la salle de Chris Sofferer. Oui, bonjour. J'ai juste une interrogation parce que je suis pas sûre d'avoir bien saisi. Pour des enseignants ou des professeurs qui souhaiteraient mettre en œuvre leur portfolio, est-ce que vous avez bien parlé à un moment donné qu'ils prennent compte dans leur réflexion en fait donc des évaluations faites par les étudiants? C'est bien juste? Oui. Ma question, alors, est-ce que vous pouvez peut-être m'éclairer à ce sujet-là? Parce que ces évaluations faites par les étudiants reviennent dans la filière soins infirmiers, elles reviennent essentiellement au niveau des responsables de modules. Les autres professeurs n'ont pas accès forcément systématiquement à ces évaluations que les étudiants font. Et puis, ce qui est demandé aussi par un certain nombre de responsables de modules, c'est que les étudiants respectent une certaine forme d'anonymisation en fait de leur réflexion, c'est-à-dire que le but, lorsqu'ils remplissent ces évaluations-là, soit vraiment que les personnes en formation qui évaluent soient vraiment dans une logique constructive. Et donc, elles ne nomment pas forcément les personnes. Alors, quelquefois, c'est clair, quand il y a la nomination d'un cours spécifique, on peut effectivement faire le lien. Et puis, d'autre part, avec la personne concernée. Et puis, d'autre part, c'est par rapport à la production de ces évaluations. Dans le cadre de la filière infirmière, nous avons des difficultés à obtenir les restitutions, en fait. Ces évaluations, elles se font en ligne par les étudiants. Malgré les mails, les rappels, enfin, etc., les étudiants ne font pas forcément, ne remplissent pas forcément les évaluations. Alors, les responsables de modules peuvent faire, par exemple, une évaluation globale du module le dernier jour justement du module lors de la synthèse. Et de nouveau, c'est quelque chose de global, c'est pas spécifique par rapport à un enseignement. Donc, est-ce que vous pouvez m'éclairer comment vous envisagiez ce lien entre justement de réflexion, le portfolio par rapport aux compétences et l'évaluation des enseignants? Oui. Il y a deux manières de répondre à cela. Soit le dispositif déployé dans la haute école permet à l'enseignant, à l'enseignante d'obtenir des feedbacks sur son enseignement. Et à ce moment-là, il est possible de les intégrer. Soit c'est pas possible, et à ce moment-là, c'est très dommage, mais je dirai encore un mot après. Soit c'est pas possible, et à ce moment-là, rien n'empêche un enseignant ou une enseignante de questionner ses étudiants sur son enseignement pour obtenir un feedback.
en utilisant soit en utilisant le dispositif de la haute école, soit en utilisant un outil qui est anonyme, hein, comme Menti ou Clap, etc. Moi, je fais ça très très souvent dans mes enseignements, ou en organisant des focus group ou n'importe quoi. Finalement, c'est la démarche qui consiste à aller chercher auprès des étudiants des retours sur son enseignement qui peut être intégré dans le portfolio. C'est pas non plus obligatoire si les conditions sont telles que c'est impossible, ben, ma foi, voilà, ça ne sera pas dans le portfolio. Mais c'est assez dommage de se priver de cet outil. Et quand je parle d'évaluation des enseignements, hein, il faut bien comprendre qu'on ne parle jamais d'évaluation des enseignants par les étudiants. Et moi, j'aime même bien parler d'évaluation de l'expérience d'apprentissage des étudiants. C'est ça qui est le plus intéressant, c'est quand les étudiants nous disent, ben là, dans tel type de pédagogie, j'apprends bien, dans tel autre, j'apprends pas. Là, on a eu trop, c'était trop dense, ou bien c'est dommage que vous n'ayez pas fait ci, que vous n'ayez pas fait ça. C'est quand les étudiants disent comment ils apprennent le mieux que finalement, nous, en tant qu'enseignants, on peut être les plus performants. Et ça, c'est extrêmement intéressant à intégrer dans un portfolio. Donc, je reviens juste sur le dispositif déployé dans la haute école. S'il ne permet pas à l'enseignant d'avoir un retour sur son enseignement, je trouve que c'est très dommage. Il y a deux types de dispositifs DEE qu'on a bien différenciés dans la politique qu'on a rédigée. Le premier est de type contrôle, contrôle de la qualité, contrôle RH. Et celui-ci, il est certes intéressant pour la hiérarchie, mais il n'est pas intéressant pour les personnes qui enseignent parce qu'elles n'ont pas le choix des questions. Elles savent pas toujours trop comment interpréter les résultats. C'est anonymisé. Alors sur un module, on ne sait pas trop ce qu'on peut en retirer. Soit c'est un dispositif qui est pensé par la haute école comme un dispositif de développement professionnel. Et là, parfois même, la hiérarchie n'a pas accès aux réponses. Et à ce moment-là, c'est beaucoup plus intéressant parce que ça permet de progresser tout simplement, dans l'esprit de ce que je disais tout à l'heure. Donc, voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question. Enfin, évidemment, tout ça, c'est fait pour l'ensemble de la HESSO et ponctuellement, selon les dispositifs qui sont déployés, quand il y en a, eh bien, c'est plus ou moins possible. Mais en tout cas, c'est toujours possible de le faire à titre individuel dans son propre cours. Oui, c'est ce que font déjà un certain nombre d'enseignants par Ah bah, rapport à parfait. leur enseignement, effectivement. Je vous remercie. Je propose qu'on arrête l'enregistrement déjà ici, comme ça, si jamais des gens veulent parler sans être enregistrés, c'est toujours plus agréable suivant ce qu'on a à dire. Donc, j'arrête l'enregistrement.